ce webinaire Tharawat sur le leadership féminin, l'impact sur la performance des entreprises familiales dans le monde arabe. Nous sommes très ravis de vous accueillir aujourd'hui et nous espérons avoir une conversation interactive avec tous nos participants et nos conférenciers. Je m'appelle Farida El Agami, je suis la directrice du Tharawat Family Business Forum, l'association à but non lucratif pour les entreprises familiales du monde arabe. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être en présence de 3 conférenciers exceptionnels. Caroline Fatal, membre du conseil d'administration chez Fatal Holding et fondatrice de Stand for Women Liban. Le professeur Badr Habba, enseignant-chercheur en finance à l'UCA University et à l'ESCA, École de Management au Maroc. Le professeur Azzedine Alioui, chercheur en finance et management des entreprises familiales à l'UCA University et professeur de finance au Maroc également. Dans ce webinaire, donc vous allez voir le programme, nous commencerons par une présentation. Nous avons le plaisir de vous présenter une étude faite par le professeur Habba et professeur Alioui sur l'impact du leadership féminin dans l'entreprise familiale arabe. Et les messieurs vont nous présenter leurs résultats dans cette première introduction. Cette session sera suivie par une discussion avec Caroline Fatal où nous aurons la possibilité de discuter et débattre ces résultats et nous espérons aussi vous inviter tous à participer à cette discussion. Donc, si vous avez des questions, nous vous invitons à utiliser votre Q&A, la fonction Q&A dans Zoom. Et bien sûr, si vous éprouvez des difficultés techniques lors de la navigation de Zoom, n'hésitez pas surtout à contacter notre coordinatrice Joy, soit sur WhatsApp ou sur email. Donc, pour maintenant, pour commencer, j'aimerais bien inviter les professeurs Alioui et Habba de se joindre à nous et de partager leur magnifique étude avec nous. Merci beaucoup, messieurs, et à vous. Bien. Parfait. C'est excellent. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'abord pour les organisateurs de cet événement. Je tiens à remercier Madame Farida El Agami de cette aimable invitation. Je m'appelle Badr Habba, enseignant-chercheur à ESCA École de Management et à l'Université Qadar et je suis le directeur de la chaire entreprise familiale au Maroc. Donc, juste pour introduire justement le débat d'aujourd'hui, je tiens à préciser que le thème de l'entreprise familiale, le management de l'entreprise familiale, nous intéresse beaucoup pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est que dans notre région, l'entreprise familiale constitue une part importante des entreprises dans notre économie. Donc, plus que 90% d'entreprises sont familiales. Et par conséquent, cela soulève plusieurs défis qu'il faut évoquer, qu'il faut étudier et auxquels il faut proposer des solutions concrètes. La première constatation que nous faisons dans notre région, c'est que le taux de transmission des entreprises à la seconde génération est très faible, ce qui nous fait perdre dans nos économies beaucoup d'emplois, beaucoup de richesses dans cette phase de transmission. Et lorsqu'on étudie les raisons de ce taux très faible de transmission, plusieurs problématiques se posent et qu'on espère les traiter à travers nos travaux de recherche. La première problématique qui revient à chaque fois, c'est la problématique de gouvernance. Lié au conflit d'intérêts qui peut émerger après la phase du fondateur et qui peut anéantir à la volonté de l'entreprise à se transmettre à plusieurs générations.
Deuxième difficulté, c'est, si vous voulez, la régénération stratégique. Très souvent, la famille reste très attachée au métier de la famille historique qui considère comme un héritage et qui trouve du mal à se détacher de ces modèles traditionnels du management ou du métier de la famille. Et le troisième problème qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le taux d'activité des femmes. Selon nos statistiques au niveau de la chaire, le taux d'activité des femmes est très faible dans notre région, qui ne dépasse pas les 20%. Et nous avons également fait des statistiques au niveau des postes de la direction occupés par les femmes dans les grandes entreprises familiales. Ce taux ne dépasse pas les 2%. Donc, on dit, à partir de là, c'est une richesse c'est un manque à gagner pour nos entreprises, pour notre économie, puisqu'il ne fait pas participer toutes ces forces vives dans l'économie nationale. Donc, je pense qu'à partir de là, c'était de notre devoir de chercheurs de participer à ce débat. Mais on a souhaité participer à ce débat par des outils scientifiques, par des outils statistiques, par des modèles économétriques pour prouver le rôle extrêmement important des femmes dans nos entreprises familiales. Donc, on aura l'occasion d'en discuter par la suite. Le pourquoi, mais d'abord, on souhaite dans un premier temps présenter les modèles, présenter les résultats, et par la suite, on présentera le pourquoi de la chose, pourquoi ces résultats, parce que nous, on avait nos intuitions au début. Toutes les études montrent au niveau mondial que plus il y a de la diversité de genre, plus il y a de l'effectif des femmes dans l'équipe de direction, cela s'accompagne par une meilleure performance, notamment la performance financière. Donc, on avait cette intuition, mais on a souhaité la démontrer justement parce qu'on dit, nous, dans les pays arabes, on fait partie justement de ce monde et il n'y a pas de raison pour que si ça marche ailleurs, ça marchera également chez nous. C'est la raison pour laquelle nous avons fait cette étude. Je laisserai mon collègue Azzetine Adnioui présenter le fond et j'aimerais bien par la suite, à travers vos questions, à travers le débat, revenir sur le pourquoi ces résultats. Merci beaucoup, professeur. Merci mille fois. Merci beaucoup, cher collègue, professeur Badr Abba, pour l'introduction enrichissante du sujet. Alors, avant de commencer, je tiens à remercier également Madame Caroline Fatal d'être parmi nous aujourd'hui, et juste seulement pour faire également ce pont de liaison entre le monde de recherche et le monde de pratique. Je remercie également Tarawat pour l'organisation et je le remercie également pour l'intérêt qu'ils ont présenté envers notre papier et leur participation dans ce débat et dans la construction de ce pont sur lequel on a parlé, Farida, auparavant, ce pont de liaison entre le monde de recherche et le monde de pratique. Alors, pour enchaîner avec l'introduction de professeur Badr Abba, alors la question de départ de cette étude est la suivante. Quels sont les effets du leadership féminin sur la performance des entreprises familiales dans les mondes arabes? Donc, c'est une question qui se base sur une étude statistique, une étude économétrique, une étude objective, et donc une question qui pose des sous-questions sur le leadership féminin dans le monde arabe déjà, et donc le leadership féminin dans un deuxième temps dans les entreprises familiales. Alors, avant de commencer à présenter les résultats de l'étude, il va falloir dans un premier temps faire un cadrage de l'étude et faire une différence entre les deux styles de leadership qu'on connaît, le leadership transactionnel et le leadership transformationnel. Alors, premièrement, le leadership transactionnel, on peut dire que c'est un style autoritaire, c'est un style qui se base sur les ordres, sur les tâches, sur la rationalité, sur le contrôle et sur la résolution des problèmes. Par contre, le style du leadership transformationnel, c'est un style qui se base plus sur tout ce qui est émotionnel, sur les relations humaines, sur l'écoute attentive, sur la confiance et sur un style participatif dans les salles de réunion. Alors, avant de passer pour la présentation de nos résultats,
il va falloir là préciser une chose, c'est que sur la base des résultats des recherches théoriques et empiriques, le style de leadership le plus adapté au contexte d'une entreprise familiale, c'est le leadership transformationnel. Le pourquoi de la question, c'est parce que dans une entreprise familiale, il y a à la fois des relations professionnelles et deuxièmement, il y a des relations sociales entre les membres de la famille impliqués dans l'entreprise familiale. Donc, ces relations sociales, ils nécessitent bien sûr de l'écoute, de la confiance, des émotions parfois, et donc ce qui est plus adapté au contexte et aux spécificités des entreprises familiales. Donc, maintenant, sur la base des recherches théoriques, nous allons présenter deux hypothèses principales de cette étude. La première hypothèse, c'est qu'il existe une relation positive entre le leadership des présidentes femmes dans les entreprises familiales sur la performance de ces entreprises dans le monde arabe. Et deuxièmement, l'impact du leadership des présidentes femmes des conseils d'administration est plus élevé dans le cas des entreprises familiales que les entreprises non familiales. Pourquoi on a intégré cette hypothèse? C'est exactement sur la base du fait que le leadership transformationnel, qui est un style de personnalité des femmes, est plus adapté au cas et aux spécificités des entreprises familiales. Donc, ce sont deux hypothèses à confirmer par la suite par l'étude. Alors là, en présentant la démarche de l'étude, donc on ne va pas rentrer dans les détails techniques et les détails purement statistiques, mais seulement on va passer un message, c'est qu'à travers cette démarche, on a voulu se focaliser plus sur l'aspect objectif de l'étude. C'est-à-dire au début, on avait deux choix, soit de procéder par des entretiens, soit de procéder par des études statistiques. Alors, si on procède par des entretiens, là, on va avoir une certaine subjectivité, surtout que cette étude est la première dans un programme de recherche sur le leadership féminin. Sinon, pour le cas de notre étude, on a voulu commencer par une étude statistique, une étude économétrique qui a un source objectif et pour éviter également, parce que c'est un sujet sensible, pour éviter les critiques sexistes et avoir des résultats robustes, des résultats solides. La robustesse de résultats également vient du fait que l'étude porte sur 318 entreprises issues de 13 pays arabes avec plus de 35 000 données annuelles sur une période de 9 ans. C'est pour s'assurer de la robustesse et la solidité des résultats objectifs de cette étude. Alors, pour passer aux résultats, la discussion des résultats et leurs implications, on va présenter un résultat central de l'étude qui s'explique à travers deux résultats secondaires. Alors, le résultat principal de l'étude est le suivant: l'incidence positive du leadership féminin sur la performance des entreprises familiales dans le monde arabe. Donc, ce résultat, on l'a atteint à travers des tests statistiques en comparant dans un premier temps les entreprises familiales présidées par les femmes et les entreprises familiales présidées par les hommes dans le contexte arabe. Ce résultat également est plus exprimant dans le cas des entreprises familiales parce que la deuxième comparaison est faite sur la base d'une comparaison entre l'échantillon présidé par les entreprises présidées par les femmes dans les entreprises familiales et la présidence des femmes dans les entreprises non familiales. Donc, on a trouvé que les entreprises familiales présidées par les femmes, leur performance est plus élevée que les entreprises non familiales présidées par les femmes. Et ça peut confirmer partiellement nos suppositions de départ, c'est que le style de leadership des femmes et le style transformationnel est plus adapté au cas des entreprises familiales. Maintenant, il va falloir expliquer ce résultat central. Donc, pour l'expliquer, on a deux résultats secondaires. Alors, le premier résultat, il ne donne pas assez d'idées sur l'effet du genre dans la performance et dans l'explication de cette performance des entreprises familiales présidées par les femmes, parce que le premier résultat, il porte sur les opportunités de croissance. Alors, les opportunités de croissance en termes de saisie des opportunités dans le marché, mais il va falloir un certain temps pour vérifier ce résultat. Il fallait qu'on fait une comparaison, encore une fois, entre les entreprises familiales présidées par les femmes et les entreprises non familiales présidées par les femmes. Pourquoi?
pour avoir une idée sur l'effet de la structure de propriété. Parce que s'il y a un effet de structure de propriété, ça, on peut dire, neutralise l'effet du genre. Donc, dans ce cas, on a trouvé que les effets des opportunités de croissance, c'est déjà la saisie des opportunités de croissance, c'est une spécificité des entreprises familiales. Les entreprises familiales, généralement, ils tendent vers la création de richesses et vers la saisie des opportunités dans les marchés. Et donc, ça, c'est une spécificité plus de structure de propriété qu'un effet du genre. Et donc, il fallait chercher d'autres raisons qui expliquent le résultat central et qui expliquent l'incidence positive des femmes, du leadership féminin sur la performance des entreprises familiales dans le monde arabe. C'est pour ça qu'on a trouvé un deuxième résultat qui se base sur les effets de la prise de risque et la vigilance. Et là, c'est un résultat qui s'explique à travers l'effet du genre. Alors, on a trouvé que dans notre échantillon, les entreprises familiales dans le monde arabe, les femmes, ils ont une certaine aversion au risque. C'est-à-dire, avant de saisir n'importe quelle opportunité, ils étudient bien l'opportunité et ils évitent des risques qui peuvent mettre en péril la continuité et la pérennité de l'entreprise familiale. Et donc, c'est ce qui favorise la performance de ces entreprises. En faisant des confrontations de ce résultat avec les résultats des études sociologiques et anthropologiques dans le monde arabe sur la personnalité des femmes arabes, on trouve une correspondance assez claire. C'est que les femmes, ils ont un style pragmatique de direction, ils ont un style pragmatique de gestion de leurs affaires professionnelles. Et donc là, on peut dire que les femmes, ils tendent vers un esprit de pragmatie dans leur gestion des affaires dans les entreprises familiales, ce qui explique bien sûr cette aversion au risque et cette vigilance en matière de prise de décision dans les entreprises familiales, ce qui favorise par la suite leur performance. Alors, pour les implications, je vais commencer par deux implications. Par la suite, on va ouvrir le débat et répondre aux questions des participants. Alors, la première implication, c'est qu'aujourd'hui, qu'on est conscient et qu'on a des résultats robustes sur un échantillon large des entreprises familiales dans le monde arabe. Donc, il va falloir lever les contraintes sociales qui bloquent l'accès des femmes aux postes de direction. Donc, il va falloir bien sûr le faire à travers des programmes, à travers des initiatives, à travers des réglementations également, et à travers des formations dans le cas des entreprises familiales. Deuxièmement, la deuxième application qui est pour moi plus importante, c'est qu'aujourd'hui, on a des résultats qui prouvent que les femmes et le style de leadership des femmes est plus adapté aux cas et aux spécificités et aux besoins des entreprises familiales. Et là, il faut sensibiliser les dirigeants des entreprises familiales d'intégrer les femmes dans les réunions familiales, soit régulières ou non, soit formelles ou non, et d'intégrer également la réflexion des femmes et du leadership féminin au niveau des programmes et au niveau des plans de succession. C'est très important parce que maintenant, on sait que le leadership féminin est plus adapté aux cas et aux besoins des entreprises familiales. Alors là, j'arrive à la fin de cette présentation. On peut ouvrir le débat. Je remercie encore une fois les participants, les intervenants et je vous remercie, Tarawat, pour l'organisation. Merci. Un grand plaisir. Merci beaucoup, professeur Badr et professeur Azzeddine. Pardon? Si je peux me permettre de prendre 2 minutes. Bien sûr, professeur. Très bien. Donc, je tiens juste à préciser que nous avons souhaité présenter la partie soft de l'étude, la partie implication. Derrière ça, c'est vrai qu'un travail scientifique, des fois, ça nous prend une année et demie pour ramasser les datas, pour faire des tests, pour faire des soumissions. Cet article a été publié par une revue indexée dans les meilleurs, à Scopus. Et par conséquent, il y a beaucoup de données, il y a beaucoup de tests, il y a toute une communauté scientifique qui a validé en fait
la méthodologie et les résultats et nous partageons avec Tarawat, qui peuvent le partager également avec les personnes intéressées, la version brute de l'article qui nous permettent de montrer, montrer nos résultats et les démontrer scientifiquement. Maintenant, notre souhait, c'est la vulgarisation de ces conclusions, de ces implications, pour plusieurs raisons. Pour changer les mentalités dans un premier temps. Nous faisons des conférences, notamment celle-ci organisée par Tarawat. Au Maroc également, nous faisons des conférences et des programmes spécifiques pour dirigeants et successeurs d'entreprises familiales. Et pour dire aujourd'hui, une société ne peut pas marcher avec une seule jambe. Il faut les deux, d'une façon tout à fait équivalente, d'une façon équitable. Également, nous formons nos étudiants, qui sont des étudiantes et des étudiants, pour prendre des responsabilités égales dans des sociétés et que c'est la compétence qui doit être le premier critère pour le choix du successeur. Ce qui n'est pas le cas, dans notre région. Les statistiques montrent que souvent, on prépare le fils aîné pour la succession et non pas forcément le meilleur en matière de mérite, en fait. Deuxième chose, c'est que des statistiques également montrent que à compétences égales, les salaires des hommes sont plus élevés que ceux des femmes. Encore une fois, il n'y a pas de raison pour dire les choses clairement aux dirigeants d'entreprise. Il n'y a pas de raison de faire ces distinctions parce qu'aujourd'hui, la preuve est là, c'est que les performances d'entreprise, que ça avec plus d'effectifs de femmes, est meilleure qu'une entreprise où il y a une forte présence masculine dans l'équipe de direction. Donc voilà, nous souhaitons vraiment sensibiliser à cette question parce que nous sommes dans une économie en émergence. La plupart des pays dans notre région sont des économies en émergence. Je pense que notre défi numéro 1, c'est la modernité et faire rupture avec certains tabous et participer activement dans ces débats, mais avec la preuve statistique, empirique que nous souhaitons faire ce travail. Donc, merci pour votre écoute et on souhaite répondre à vos questions essentielles. Parfait, merci beaucoup de cette introduction vraiment passionnante. Il y a énormément de points à discuter. Avant qu'on commence avec la discussion, j'aimerais passer la parole à Caroline Fatal. Tout d'abord, vraiment te dire la bienvenue à ce panel. Et Caroline, en fait, toi, tu peux vraiment illustrer un peu les points qui ont été élevés par cette étude. Et peut-être tu pourrais commencer par nous donner un peu le contexte de ta carrière, de ton développement aussi au sein de l'entreprise familiale, mais aussi tes activités autour de l'entreprise familiale. Merci beaucoup, Farida. Merci au professeur. Vraiment, je suis très, très heureuse, enfin, d'avoir une étude sur les femmes dans les entreprises familiales dans le monde arabe. Parce que déjà, il n'y en a pas beaucoup sur les femmes dans les entreprises familiales, mais alors dans le monde arabe, je pense que c'était inexistant presque avant vous. Donc, merci, messieurs, du fond du cœur. Je me suis retrouvée dans beaucoup de choses que vous avez dites et je vais dire où et comment et je vais expliquer un peu le contexte. Donc, je fais partie d'une entreprise familiale, le groupe Fatal. Moi, je suis la 4e génération. Cette entreprise familiale a été créée en 1897 en Syrie et a évolué. Aujourd'hui, les headquarters sont basés à Beyrouth et c'est une entreprise de distribution qui existe dans 8 pays au Moyen-Orient. Je suis la première de la génération 4 à avoir intégré l'entreprise familiale. La première femme de la famille à intégrer l'entreprise familiale après plus que 100 ans d'histoire. Okay. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça prend du temps, malheureusement, ou ça prenait du temps dans notre région d'intégrer les femmes au sein du système familial professionnel. J'étais la première de la nouvelle génération, donc j'étais la plus jeune et j'étais une femme. Et en fait, il s'est fait que c'était malheureusement à la suite d'une succession, donc du décès de mon père, que j'ai intégré donc, le conseil d'administration quelques années après être entrée dans le management de l'entreprise. Mais
malgré le fait que quand j'étais jeune, mon père me disait un jour, mon père qui était le fils aîné, donc parce qu'on a parlé de primogéniture, n'a eu que des filles. Ok, donc mon grand-père, ce qu'on connaît dans l'historique familial, c'est que mon grand-père, à chaque fois que ma mère accouchait d'une fille, c'était pour lui une catastrophe. Et que du côté de mon oncle, il ne naissait que des garçons, mais qu'ils attendaient le garçon du fils aîné. Or, il n'y a eu que des filles. Et donc, peut-être, ma sœur aînée, ils se sont dit, bon, ils ont eu un enfant, machallah, smallah et tout, mais moi, j'ai toujours eu le sentiment que quelque part, j'aurais dû naître garçon pour pouvoir répondre à cette historique familiale, d'entreprise familiale. Et donc, ce souci de primogéniture, je crois, était encore très présent, même quand moi, je suis née, il y a 50 ans de ça. Donc, et je sais qu'aujourd'hui, j'espère que pour les entreprises familiales, ça n'existe plus. Et du coup, j'ai décidé de me construire en dehors de l'entreprise familiale au début. J'ai travaillé pendant 7-8 ans dans une multinationale internationale, Unilever, dans plusieurs pays, et je me suis éloignée même très loin. Je suis partie jusqu'à l'Argentine, j'étais très loin du Liban pour pouvoir créer ma propre identité professionnelle et personnelle. Et puis, à la demande de mes oncles, j'ai intégré le groupe familial, comme je vous ai déjà dit, première femme de la famille, première de la génération 4. Et ça a été un processus très, très dur. Très, très dur, physiquement même dur. Quand j'ai dû intégrer le conseil d'administration, c'était physiquement, j'avais des douleurs à l'estomac, j'avais vraiment, parce que j'arrivais pas à trouver ma voix, de parler, je crois VOIX. Et donc, et voilà, donc ça a été un parcours difficile, mais je crois très fructueux. Je vais vous donner 2 exemples en fait qui illustrent très bien ce que vous avez dit en tant que transformational leadership. Je crois qu'effectivement, une des choses que je peux dire, c'est que quand j'ai géré dans l'entreprise familiale, j'ai vraiment mis mon ego de côté. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un qui mettait les autres d'abord, la performance de l'entreprise en premier. Et quand, par exemple, on a vécu une crise très importante dans le lancement d'un nouveau centre de logistique et de distribution, c'était quelque chose qu'on essayait d'acquérir à nouveau ce know-how dans l'entreprise familiale. Et c'était moi qui étais en charge de la logistique, etc. Et vraiment, ça a été une catastrophe. On n'avait plus ce know-how depuis des années dans l'entreprise familiale et on a essayé de le reprendre au lieu de le outsourcer. Et pendant 3-4 semaines, les clients ont reçu les commandes en retard, c'était vraiment la catastrophe. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? C'est moi qui suis responsable. Et j'ai vraiment mis mon ego de côté. Je suis repartie chez l'ancien partenaire qui nous faisait la distribution et la logistique. Je leur ai dit, écoutez, j'ai besoin de consultantes chez vous, venez nous aider. Et finalement, on a remonté le truc en quelques semaines de plus. Mais c'est pour dire que je me suis dit, non, c'est l'entreprise avant tout, c'est trouver des solutions avant tout. Donc, quand vous avez parlé de pragmatisme, je crois, à Zedine, j'ai vraiment compris que c'était ça. Pareil, quand on a eu une grave situation en Irak où il fallait faire un turnaround de l'entreprise familiale là-bas, et que mon oncle a demandé, bon, qui c'est qui va prendre en charge le turnaround de l'entreprise irakienne. J'ai vu que personne levait la main de mes cousins, etc. Et puis j'ai levé la main, j'ai dit, bon, moi. Et aussi là, j'ai vraiment senti que, je sens toujours d'ailleurs que le business, c'est vraiment du pragmatisme, c'est du common sense. Quand les gens me disent, c'est quoi? Je dis, c'est du common sense. Et aussi, et puis j'arrêterai, peut-être vous avez des questions ensuite, quand on me demande aussi le secret de mon leadership, je dis que c'est head, heart and guts, c'est-à-dire que évidemment la tête, le côté analytique, oui, beaucoup de cœur, de compréhension, etc. Et aussi l'intuition. Le guts, en anglais, c'est à la fois l'intuition et le courage. Et je crois intuition et courage. Et peut-être que c'est ça un peu le leadership au féminin quand vous en parlez. J'aurais plein d'autres thématiques à aborder, mais je préfère que ce soit un débat plutôt qu'un monologue. Donc, je crois qu'on aura besoin de 4 heures pour discuter tous les sujets que vous avez. Merci beaucoup, Caroline. Je crois, messieurs, et j'espère aussi tous nos participants, vous voyez pourquoi on a emmené Caroline, parce que je crois qu'elle illustre tout à fait un peu tous ces éléments et la complexité justement d'être une femme au sein de l'entreprise familiale, une leader en fait dans la communauté. Et tu n'as même pas mentionné toutes les autres activités que tu fais pour les femmes au Liban, mais on va en parler, on va l'intégrer tout ça plus tard. J'aimerais inviter vraiment nos participants à poser des questions, même si vous avez
avez des opinions. Si vous n'êtes pas d'accord, on est très heureux d'avoir vos opinions. Mais peut-être pour revenir à l'étude, je voudrais commencer par une question très simple. Est-ce qu'il y a eu des éléments dans cette étude qui vous ont surpris? Donc, vous êtes entré en fait dans cette étude avec une image assez claire en fait, parce que c'était une opinion bien informée, personnelle que vous aviez de la situation. Mais y a-t-il des éléments où vous étiez étonné par les chiffres que vous avez découverts? Bien, donc merci pour votre question. Il faut dire qu'avant l'étude, on avait nos intuitions. Hein. On sait que le rôle que peut jouer la femme dans l'entreprise familiale est vraiment extrêmement important. Lorsqu'on parle d'une femme dans l'entreprise familiale, ça peut être la maman, ça peut être la sœur, ça peut être la femme, comme ça peut être la fille du patron et peut être elle-même la directrice. Et nous avons fait beaucoup de recherches sur ce sujet avant de se lancer, parce que, comme je l'ai dit, et moi et M. Stinelli, nous sommes des financiers à la base et on n'est pas du tout spécialistes dans le leadership, mais on est plutôt spécialiste dans les tests économétriques, sur la performance financière, mais on est passé par une phase de recherche académique sur le style de leadership. Je ne sais pas est-ce qu'il y a une différence entre le style masculin ou féminin, mais on a relevé dans la littérature, dans les travaux scientifiques, des traits ou bien des spécificités féminines du management. Et on était sûr que ces spécificités, leur terrain de succès n'est autre que l'entreprise familiale. Ils peuvent être encore se démontrer dans l'entreprise familiale. Quelles sont les spécificités? C'est d'abord l'humanité, comme a été souligné par Caroline, il faut les choses par le cœur. Et des fois, ces aspects sont extrêmement importants dans les entreprises familiales. Des fois, je parle de notre région, le Maroc, que je connais très bien, on a malheureusement assisté à des fermetures d'entreprises en raison des conflits familiaux. C'est des entreprises qui avaient beaucoup de chance à prospérer et à faire des choses exceptionnelles. Mais en raison des conflits familiaux, ces entreprises, sur des questions d'héritage, des parts sociales, des jalousies sur qui va faire quoi et comment, ont connu, malheureusement, ont mis les clés sous la porte en raison des conflits. Donc, dans la littérature, nous trouvons que les femmes ont de meilleures possibilités de résoudre les conflits par l'humanité, en fait, par ce sens humain, parce qu'ils gèrent en fait l'entreprise familiale comme une grande famille, comme ils gèrent la famille, ils peuvent gérer les membres de la famille au sein de ces entreprises. Deuxième chose fondamentale, c'est la transparence. Également, c'est scientifiquement prouvé. Moi aussi, j'étais curieux de creuser ce champ. Il y a plus de transparence avec le management au féminin. Et on a souvent reproché aux entreprises familiales cette culture de secret, le secret de la famille. Ce qui fait qu'il y avait une réticence de la part des bailleurs de fonds, de ceux qui apportent les fonds, lorsqu'il y avait plus de secrets. Or, avec une femme présidente du conseil d'administration ou dans l'équipe de direction, les bailleurs de fonds sont plus rassurés pour apporter des fonds, pour contribuer à la croissance de l'entreprise. Donc vos témoignages, Madame Caroline, on le retrouve également dans la littérature parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas de raison pour que… C'est vrai, la littérature que nous avons consultée, c'est plutôt une littérature américaine ou asiatique, mais que nous avons testée dans le cas de l'entreprise marocaine et dans la région arabe. Nous avons publié récemment un livre qui complète en fait le travail scientifique, mais un livre pour vulgariser maintenant tout ça et parler avec les dirigeantes
d'entreprise familiale. C'est un livre rédigé par nos collègues à ESCA École de Management, Tamil Ghorfi, qui est notre président, et Dora Jurde de Jurancourt, et qui ont parlé réellement avec ces dirigeantes. Vous allez trouver des interviews avec plus qu'une soixantaine de femmes dirigeantes pour parler des raisons de succès. Et dans ces raisons du succès, vous allez trouver votre témoignage également, Madame Caroline. Il y a le courage, il y a le sens de résolution de conflits, il y a pas mal des éléments qui caractérisent la femme dans la gestion. Donc maintenant, pour répondre à votre question, est-ce qu'il y avait des choses qui nous ont surpris? Bon, ma réponse est non, parce qu'on était rassurés, on s'attendait à ces résultats, mais on voulait les prouver en fait. Dès qu'on a rentré la data dans les logiciels, on a fait des tests, déjà des tests qu'on appelle des tests non paramétriques, comparer la moyenne des rentabilités avec les entreprises où il y a une forte présence masculine et la moyenne de rentabilité où il y a une diversité de genre. Les tests ont donné une supériorité très nette, scientifiquement prouvée pour les entreprises où il y a une diversité des genres. Dans un deuxième temps, nous avons étudié les déterminants de rentabilité. On ne s'est pas focalisé que sur la rentabilité en elle-même, mais quels sont ces déterminants? Et on a retrouvé également toutes nos intuitions, on les a trouvées empiriquement prouvées. C'est que dans le style de leadership féminin, c'est qu'il y a une maîtrise de risque, une prise de risque raisonnée, une saisie des opportunités de croissance et une continuité ou bien une pérennité dans les indicateurs de rentabilité. Donc non, on n'avait pas de surprise, on a prouvé plutôt nos intuitions. Ça veut aussi dire que vous avez de très bonnes intuitions, donc félicitations. Avant de revenir chez vous, Azzedine, Caroline, je ne sais pas si tu as des commentaires sur ce qui a été dit. Oui, je voudrais ajouter quelques petites choses. Par rapport en anglais, il y a risk aversion et risk awareness. Je pense que souvent, dans la littérature, on dit que les femmes sont risk averse. Or, moi, ce que je veux dire, c'est que de mon expérience, on est risk aware. Et c'est différent. Je voulais utiliser ça en français, je ne connaissais pas la traduction, mais c'est le risque raisonné. Donc, pour moi, les femmes ne sont pas risk averse, elles sont risk aware, ce qui est très différent d'être averse au risque. On comprend, on observe les 360 avant de prendre la décision, etc. Ça, c'est une chose. J'ai aussi remarqué dans beaucoup d'entreprises familiales que j'ai côtoyées, de femmes dans l'entreprise familiale, qu'elles sont souvent les chantres de la gouvernance. Les femmes veulent de la gouvernance, veulent que la gouvernance fonctionne, veulent que les institutions familiales fonctionnent, le conseil, l'assemblée générale, le family council. Elles sont un peu comme très involved. J'ai souvent vu que c'était des femmes qui voulaient prendre les entreprises sur ce chemin de gouvernance, de leur famille. Ça, c'est un autre point que je voulais dire. Pardon, Caroline, ça se lie au fait aussi à la remarque du professeur Badr sur la transparence, parce qu'en fait, la gouvernance apporte plus de transparence. Donc, en fait, ça se lit exactement à ce que tu dis. Les décisions sont prises dans les bons forums, c'est pas pris autour d'une table, c'est pris autour d'une table de dîner, je veux dire, c'est pris dans le bon forum, etc. Donc, j'ai vu les femmes beaucoup chantres de la gouvernance aussi. Et deux choses, je crois, qui amènent les difficultés pour les femmes d'accéder au pouvoir, parce que finalement, il s'agit de ça, c'est la politique interne, la politique familiale. Je vois ça, parce que je suis coach également, je vois ça en entreprise familiale et hors familiale. Les femmes détestent le jeu politique et ont des difficultés à le jouer de façon authentique. Et ça, c'est quelque chose dans lequel, malheureusement, dans les familles, il y a toujours de la politique, des histoires, des conflits et tout. Et ça, c'est peut-être la partie qui leur fait le moins plaisir, quoique, comme vous dites, elles ont peut-être les capacités de fédérer tout le monde, etc. Mais c'est quelque chose qui leur... En tout cas, moi aussi, ça m'a consumé beaucoup. Et je crois que c'était écrit dans un des chats que quelqu'un a écrit la confiance en soi. C'est-à-dire que combien on doit se prouver à nous-mêmes. J'estimais que j'avais atterri au conseil d'administration par, tout ça je dis avec des guillemets, par succession, parce que mon père n'était plus là. Et donc, j'ai dû faire 2 formations pour Board of Directors, officielle avec Haukama, l'Institut directeur, et avec l'Institut français des administrateurs, pour pouvoir me dire que j'étais au bon endroit et que j'y avais droit et que j'étais compétente.
Or, mes cousins qui ont un autre genre ne se sont pas posé cette question. Voilà. Et donc, je pense que la confiance en soi chez les femmes, se dire que non, j'ai quand même 25 ans d'expérience, j'apporte tout ça avec moi, j'ai cette analyse, ce common sense, etc. C'est quelque chose qui, moi, m'a pris beaucoup d'années à construire. Donc, je voulais dire qu'il y avait ces deux côtés un peu plus sombres de la confiance en soi et de la politique interne qui sont peut-être des barrières à l'accès des femmes au poste de direction. Je suis tout à fait d'accord et je crois que la difficulté là, ce qui se pose, c'est que la gestion d'entreprise en tant que telle est complexe et difficile pour quelques personnes. C'est toujours un devoir très, très difficile à gérer. Mais après, c'est clair que comme femme, de temps en temps, on a deux positions, on a deux responsabilités. La première responsabilité, c'est de se emmener dans une position où on peut emmener quelque chose à l'entreprise et à être écouté. Et après, on a ce rôle de la gestion. Azzedine, je voulais vous poser une des questions, en fait, merci beaucoup d'ailleurs à tous nos participants de poser vos questions. Est-ce que vous avez vu dans votre recherche une différence dans les industries, donc dépendant des industries dans lesquelles se trouvent ces entreprises familiales? Est-ce que l'impact de la femme change ou est-ce que vous avez vu ça que c'est un principe qui reste égal ou qui est, disons, qui ne dépend pas de l'industrie dans laquelle se trouve l'entreprise? C'est-à-dire par rapport au secteur d'activité, n'est-ce pas? Voilà. Alors, pour notre étude, on a neutralisé l'effet du secteur d'activité, c'est-à-dire on a fait une étude sur la base de 318 entreprises, tout secteur d'activité confondu. Alors maintenant, ce qui était plus important pour nous dans cette première étape, c'est de se focaliser plus sur le leadership, sur les entreprises avec forte présence des femmes au niveau des conseils d'administration. Abstraction faite du secteur d'activité. Peut-être dans un programme de recherche et dans de prochaines études, on va intégrer ça, on va faire des différences entre les secteurs d'activité. Mais deux choses auxquelles j'aimerais bien, deux choses que j'aimerais bien aborder. La première, c'est Monsieur Badr Abba, il a parlé tout à l'heure de la gestion des conflits dans les entreprises familiales. Et là, j'aimerais bien attirer l'attention que au niveau de l'entreprise familiale, au niveau de la salle de réunion de l'entreprise familiale, il n'y a que des membres. Il y a bien sûr la plupart des membres du conseil d'administration sont des membres familiaux. Et donc là, il y a plus de relations sociales, il y a plus de relations familiales, de relations interpersonnelles assez fortes. Et donc, lorsqu'on mise sur les ordres, sur le contrôle, sur le style autoritaire, ça peut poser des problèmes et ça peut pousser à des conflits dans l'entreprise familiale. Par contre, la femme, avec son style de leadership, avec son écoute attentive, avec la confiance, avec sa personnalité qui se base plus sur les émotions, sur la fédération des membres de la famille, donc et ça peut résoudre ces conflits, ça peut constituer une base de résolution des conflits dans les conseils d'administration des entreprises familiales. La deuxième chose à laquelle la deuxième chose que j'aimerais aborder, c'est la succession. C'est qu'aujourd'hui, on reste toujours borné dans une logique de succession pour le fils aîné dans l'entreprise familiale. Et abstraction faite de ses compétences, abstraction faite de son background professionnel, etc. Alors qu'aujourd'hui, cette recherche montre, et d'autres recherches également dans d'autres contextes, montrent qu'il faut se baser plus sur les compétences. Les compétences en termes c'est pas les compétences en termes de diplôme, en termes d'expérience professionnelle, mais les compétences en termes de maîtrise de la situation de cette entreprise familiale. Et également l'adaptation d'une personnalité ou d'un membre de la famille à la direction d'une entreprise familiale, la présidence d'un conseil d'entreprise familiale. Et donc là, il va falloir penser plus et orienter les réflexions plus sur la succession également, qui est très importante. Dernièrement, on vient de publier une autre recherche sur la succession, encore une fois, dans le monde arabe. On a tiré d'autres conclusions assez importantes, c'est qu'au monde arabe, on se base plus sur la succession traditionnelle, le fils aîné. Alors que la succession, il faut se baser plus sur la logique, sur la rationalité et transmettre l'entreprise à un successeur compétent. Encore une fois,
pas compétent en termes de diplôme, en termes d'expérience professionnelle, mais compétent en termes de maîtrise de la situation de cette entreprise familiale et l'adaptation de son style de leadership aux personnalités des différents membres de la famille. Donc, voilà. Donc, je dois même plus poser des questions parce qu'il y a plein d'opinions là qui. Donc, professeur Haba et puis Caroline, je vous en prie. Bien, merci, Madame Falida. Votre question est extrêmement intéressante. Je vais expliquer pourquoi on ne l'a pas pris en considération, mais par la suite, on a fait d'autres études, on a pris en considération le secteur d'activité. Déjà, dans notre papier, on s'est basé sur les entreprises familiales cotées. Et vous savez, lorsque on veut faire des différences entre secteurs d'activité, il faut faire des segments au niveau de l'échantillon, ce qui fait qu'il nous ramène à des échantillons relativement faibles et ce qui ne nous permet pas de tester nos modèles d'un point de vue économétrique en respectant toutes les hypothèses des modèles. C'est pour ça qu'on a voulu d'abord donner une image générale et puis par la suite, dans d'autres études, aller vers des secteurs d'activité. Et justement, mes collègues, puisque nous avons tout un programme de recherche, mes collègues ont fait des études qualitatives pour voir là où la femme s'impose avec plus de résultats. Et je ne sais pas, c'est probablement un résultat qui m'a surpris, qui m'a étonné. Et les résultats montrent que les femmes s'imposent dans les secteurs où il y a une forte présence masculine. C'est là où il y a plus d'impact. Les explications, je ne l'ai pas encore, hein, je dois parler avec des spécialistes, mais ce résultat est là, quoi. Donc il faut l'interpréter, il faut lui donner un sens. C'est juste pour répondre à votre question. Merci. Parfait, merci beaucoup, professeur. Caroline? Je voulais dire aussi que dans les entreprises familiales, il y a l'aspect psychologique qui est extrêmement important. Non seulement l'aspect psychologique, mais aussi l'aspect transgénérationnel. C'est-à-dire que dans une entreprise familiale, vous faites partie d'une lignée, d'un linéage. Et moi, par exemple, au niveau de mon arrière-grand-mère disait que du haut des clochers des églises, des minarets et des synagogues, elle n'aime pas les filles. Et donc, quand vous avez une arrière-grand-mère dans la transgénérationnalité qui dit une chose pareille, parce qu'évidemment, il n'y en a que pour les garçons et la primogéniture, ça met plus que 100 ans pour qu'une femme comme moi puisse se dire « j'y ai droit ». J'y ai droit, j'en suis capable, je suis à ma place, etc. Et donc, dans les entreprises familiales, il y a tout l'effet transgénérationnel, l'effet des émotions, de la psychologie, de la difficulté des rôles. Parce que aussi, quand moi, j'intègre l'entreprise familiale avec un père qui n'est plus là, est-ce que je prends la place de la personne qui est décédée? Est-ce que je prends ma place? Je prends la place de qui? Il y a tous ces trucs, il y a aussi à un moment donné la fatigue de se battre, de se dire bon mais non, ça y est, j'en peux plus, etc. Donc il y a tout cet aspect qui fait que parfois on se dit ben, est-ce que vraiment je veux y être ou quoi? Ou alors est-ce que je vais faire ma vie professionnelle ailleurs? Et donc, il y a tous ces éléments qui sont parfois, je pense, très difficiles et que peut-être pour les femmes, on prend avec peut-être un aspect différent, je ne sais pas. En tout cas, moi, ça a été un parcours qui n'a pas été simple. Il y a aussi deux choses que je voudrais mentionner après laisser la place à M. Azzeddine. Il y a l'affaire du nom. C'est-à-dire, moi, je me suis souvent posé la question, est-ce que je garde mon nom de famille, mon nom de jeune fille, donc qui est fatal, ou j'incorpore le nom de femme mariée, est-ce que je garde les deux, je ne fais quoi, etc. Ça, c'est une question aussi pour les femmes. C'est quoi notre identité, finalement? C'est assez compliqué. Et il y avait tu te rappelles, Farida, j'avais fait un séminaire avec vous il y a peut-être 7 ans à Dubaï, qui était les femmes dans les entreprises familiales et l'impact sur leur couple. Parce que être une femme qui est née dans une entreprise familiale et qui a ce nom, etc. et tout, quel est l'impact que ça a sur le couple, sur la vie privée? Voilà, toutes ces histoires-là, c'est non plus pas simple à gérer. Je ne dis pas que pour les hommes, c'est pas simple, non, c'est simple aussi, mais je dis que pour nous, ça fait une couche supplémentaire. Et voilà, donc c'était 2 points que moi, j'avais vécu, si vous voulez, dans mon histoire, que je voulais aussi peut-être partager pour l'audience. Voilà. Merci de te rappeler de ça. Ça veut dire, Caroline, que ça fait 7 ans qu'on parle de ce sujet. C'est pas mal quand même. Azzeddine, je vous en prie. Merci Farida. Alors, j'ai une petite question à Madame Farouline parce qu'il a parlé tout à l'heure des obstacles d'intégrer l'entreprise familiale et de prendre la décision et il vient de parler des effets psychologiques dans l'entreprise familiale. Ma question est la suivante. Comment vous avez pu confronter ces pressions
sociale et comment vous avez pu confronter ces obstacles afin d'intégrer, afin d'avoir votre voix dans le conseil d'administration de l'entreprise familiale. Une deuxième question, mais c'est lié à la première. Est-ce que vous avez pensé à un certain temps peut-être de quitter et de créer votre propre entreprise? Merci. Merci, professeur. Alors, comment j'ai pris confiance et j'ai trouvé ma voie? Je crois à travers, comme on dit, la sueur et les larmes. Vraiment, parce qu'il faut être honnête. On n'est pas assez souvent honnête dans les conférences sur les entreprises de famille sur la vérité. La sueur, parce que c'était du travail dur. Et je crois que j'ai dû travailler, j'ai dû prouver, comme on dit chez les Égyptiens, qu'une femme est autant que 100 hommes, mitragol. Vraiment, j'ai dû prouver que j'étais à la hauteur, etc. Peut-être que je me prouvais ça à moi-même, finalement, je ne sais pas, mais je crois au système familial patriarcal aussi. Je crois en développant mes compétences, mon expérience, en étant très courageuse, en prenant des missions vraiment qui m'ont beaucoup formée, comme voilà, gérer de la logistique à très haute envergure, aller gérer l'Irak pendant l'invasion de Daesh, etc. Donc, c'est à travers la sueur, donc le travail, et les larmes, parce que vraiment, souvent, j'ai pleuré. Très souvent, j'ai pleuré. Et comme je vous ai dit, j'étais même physiquement malade avant de rentrer dans les conseils d'administration. Je me sentais en minorité. J'étais la seule femme. J'étais jeune. Il y avait en face de moi des avocats, des auditeurs, mes oncles, etc. Et je me demandais si ce que je disais, si c'était juste parce que j'étais un problème générationnel ou parce que vraiment j'avais raison dans ce que je racontais. Mes intuitions, est-ce qu'elles étaient correctes? Donc, il y a eu beaucoup de larmes. Il y en a parfois même maintenant encore. Mais je crois qu'en faisant un grand travail personnel, en devenant moi-même une coach exécutive, donc toujours dans ce domaine de leadership transformationnel, j'ai trouvé un genre d'apaisement. Mais pour revenir à votre étude, je ne suis pas la présidente du groupe de la famille, malgré mes 25 ans d'expérience, et je ne sais pas si je le serai un jour non plus. Ce sont des choses qui arrivent ou qui n'arrivent pas dans les entreprises familiales. Ça dépend beaucoup de la dynamique interne. Donc ça, c'était pour répondre à votre première question. La deuxième, si vous pouvez me rappeler, ou Farida, rappelle-moi ce que c'était. La deuxième question, est-ce que vous avez pensé un certain temps au cœur de ces obstacles, au cœur de ces problèmes, à créer votre propre entreprise? Absolument. Donc, en fait, mon deuxième métier, qui est donc coach exécutif, c'est un métier que j'ai développé en dehors de l'entreprise familiale et qui me donne énormément de satisfaction et de passion. J'adore justement le leadership et développer des gens, les faire arriver à leur potentiel. Donc ça, c'est mon autre carrière et je la fais en parallèle maintenant du conseil d'administration de l'entreprise. Et également, donc, ce que Farida voulait que je mentionne, j'ai créé une ONG il y a en 2017 qui s'appelle Stand for Women, qui en fait concerne le leadership au féminin, l'inclusion des femmes dans le monde du travail et la sororité, donc l'entraide entre femmes. Je crois que c'est parce que moi j'en ai manqué, j'ai manqué de cette sororité, j'ai manqué de ce push, de ce drive, que quelqu'un me dise mais non tu peux le faire, tu vas y arriver, c'est ta place, etc. Donc en fait je pense que c'est pour ça. Donc oui, j'ai développé des centres d'intérêt et des vraies passions en dehors de l'entreprise familiale. Mais c'est très complexe. C'est très complexe. À chaque fois que l'entreprise va mal ou qu'il y a des questions générationnelles ou de succession, je me sens tout à fait comme un aimant qui repart vers cette entreprise. Et alors, c'est cette espèce de flux tendu. Oui, j'y vais pas, je pars, je reviens. C'est très complexe parce qu'évidemment, c'est notre identité aussi. Alors, voilà. Merci beaucoup, Caroline. Franchement, en fait, j'adore cette session parce qu'on voit justement l'aspect scientifique, mais après l'aspect humain. Au fait, des chiffres que vous nous emmenez, c'est vraiment magnifique. Malheureusement, on arrive déjà à la fin de notre session. Je crois qu'on aurait assez à discuter encore pour quelques heures d'en plus, mais je voudrais clore la session avec une question qui a été aussi posée par nos participants. C'est maintenant, après, avec ces premières données, avec ton expérience aussi, avec l'expérience et le livre qui montre l'expérience du leadership féminin, que pouvons-nous faire pour promouvoir? Et en fait, aussi, Caroline, peut-être commençons par toi, parce que tu viens de dire qu'il y a eu des choses qui t'ont manqué, que tu n'as pas eu toi et que tu essayes maintenant d'apporter à la société. Donc, comment pouvons-nous promouvoir ce leadership féminin dans l'intérêt de la pérennité de l'entreprise familiale?
Écoute, je pense que les statistiques que les professeurs amènent sont imparables. Donc déjà, dans un monde où les gens ont besoin de preuves, hein, je trouve que ce que vous apportez en termes de performance, de return on assets est excellent pour encourager ceux qui doutent encore de la valeur ajoutée des femmes dans les entreprises familiales ou même dans le leadership en général des entreprises non familiales. Donc, je pense que promouvoir cette recherche est absolument nécessaire. Qu'elle soit faite par des hommes, moi, je trouve que c'est encore plus formidable parce que vous êtes, vous, les vrais he for she qui expliquaient que, voilà, c'est imparable. Hein. Je sais pas, on a fait 56 000, vous avez dit, je sais pas combien d'enquêtes et de trucs, et voilà, c'est imparable. Et vraiment, les entreprises familiales y gagneraient beaucoup. Dans le monde arabe, je pense que vous pouvez même faire une révolution. Alors, évidemment, ça va commencer par le monde de l'entreprise, mais Yaret, comme on dit, que ça puisse passer dans tous les domaines, le monde politique, le monde, parce que vraiment, je pense que sans féminisme mal placé, mais le salut peut vraiment venir dans l'égalité et l'écoute de toutes les voix. Et voilà, donc je dirais commençons par ça, essayez de propager votre étude. Moi, je vais le faire sur mes réseaux sociaux et continuons d'en parler. Et votre livre et tout ça, je pense que c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Et puis des témoignages, je pense, courageux de femmes qui ont fait le chemin et d'hommes d'entreprises familiales qui leur ont donné le chemin. Voilà. Merci beaucoup, Caroline. Professeur Badr, je vous en prie. Merci beaucoup. Donc, je suis également dans la continuité des propos de Madame Caroline. Il faut agir pour changer les mentalités. C'est ce qu'on fait, nous, dans les classes de cours, avec nos étudiantes et nos étudiants. On ne laisse pas nos recherches dans les articles, dans les tiroirs, mais on les expose dans la classe et on fait interagir nos étudiantes et nos étudiants. On les fait également à travers ces conférences. On vous remercie pour deux choses, de nous avoir invités, mais également d'avoir accepté notre invitation pour la prochaine conférence. Je pense qu'il y a un changement. Nous considérons, moi, très personnellement, je l'ai dit devant la dernière fois dans une autre conférence où il y avait une participation des pouvoirs publics, je dirais considérer l'entreprise familiale comme un laboratoire. Hein, on peut tester dans l'entreprise familiale comment la femme peut contribuer au changement, à la meilleure performance pour transposer ensuite ces résultats à l'ensemble de la société. Et vraiment, on nous a écoutés à partir du moment où on a présenté nos statistiques. Nos statistiques, encore une fois, sont alarmantes. Beaucoup d'entreprises ferment, des milliers d'emplois se perdent après la première génération. Pour question de mentalité, première chose, c'est pour nous, déjà au Maroc, que je connais mieux, c'est une question taboue de parler de la transmission. Hein. C'est difficile, pendant la vie du fondateur, de lui demander après toi, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire on évoque d'une façon directe ou indirecte la mort du fondateur. Et ce qui fait que le fait de ne pas évoquer ces questions laisse beaucoup de problèmes. Deuxième chose, à partir du moment où on accepte de parler de cette question, il faut accepter la deuxième question, que les choses doivent être d'une façon parfaitement équitable, même en matière, là je vais oser parler également d'une question qui dérange un peu, mais même en matière des parts et d'héritage, parce que ce que nous avons, cette crise du coronavirus, malheureusement au Maroc, pas mal de dirigeants qui étaient relativement âgés, nous avons perdu pas mal de dirigeants suite à ce virus, et beaucoup de femmes, de nouvelles générations de femmes ont pris le flambeau dans pas mal de secteurs d'activité. Mais on a rencontré par la suite certaines questions également problématiques, c'est qu'en matière de parts, ils se sont trouvés minoritaires par rapport aux hommes. Et du coup, moi je pense que c'est une question fondamentale à traiter lors de la vie du fondateur. La répartition des parts, le plan du succession, le plan de transmission de l'entreprise, c'est des choses qu'on doit parler avec beaucoup de courage pour le bien de notre société, pour la pérennité de nos entreprises.
Merci. Merci beaucoup, professeur. Azzedine, je vous donne la dernière minute qui nous reste. Merci Farida. Alors, pour répondre à votre question de clôture, j'aimerais bien aborder la question de succession parce que vous avez posé la question comment on peut changer les choses. Maintenant que la réalité existante dit que il n'y a pas plus que 2% qui arrivent à accéder au poste de responsabilité, au poste de présidence des conseils d'administration. Et Madame Caroline, elle a parlé de révolution. Alors, pour passer à cette révolution, la porte, à mon avis, c'est la succession. Donc, il faut promouvoir des programmes de coaching pour les dirigeants des entreprises familiales pour leur sensibiliser de cette question de succession et de l'impact positif du leadership féminin pour la transmission. Donc, la génération à venir, va falloir vraiment faire un effort de sensibilisation pour augmenter ce taux d'accès aux femmes au poste de présidence de conseil ou de direction des entreprises familiales. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben, j'aimerais vraiment vous remercier à tous les trois de cette conférence vraiment passionnante. J'aimerais aussi offrir que vraiment des plateformes comme Sarawat, comme Stand for Women, on est là pour ça. C'est d'abord mener la conversation, mais de aussi vraiment donner une plateforme, une possibilité à un échange un peu plus intense, à une opportunité de trouver un réseau qui nous soutient, qui nous aide à faire ce pas en avant. Et donc, on a partagé les deux liens avec vous pour les participants, si vous voulez visiter ces sites web, Women in Family Business et Stand for Women. Et je crois que c'est vraiment, pour moi, je sens très fortement que ce n'est que le début. Comme Caroline, je suis très, très reconnaissante à vous d'avoir fait cette étude et de nous avoir donné des premiers chiffres, comme vous avez dit, qui nous donnent une position beaucoup plus forte pour représenter cette idée du leadership divers. Et c'est ça ce qu'on recherche. On recherche un leadership divers, un leadership inclusif qui justement est à l'intérêt de la pérennité de l'entreprise. Et c'est, comme vous avez dit, professeur, c'est horrible de voir disparaître des entreprises magnifiques avec beaucoup de possibilités, avec beaucoup d'opportunités, et qui ont un énorme impact sur leur communauté, et de les voir disparaître à cause de ces conflits internes qu'on pourrait gérer, disons, peut-être pas prévenir, mais gérer. Donc, j'aimerais vraiment tous vous inviter de continuer à participer à cette conversation et j'espère vraiment de vous revoir très, très bientôt à Sarawat et de continuer ce dialogue. Et je remercie beaucoup à nos participants de rester avec nous pour toute cette heure. J'ai vu qu'il y a tout le monde était passionné, donc il n'y a personne qui nous a quittés, c'est génial. Et j'espère qu'on se reverra très, très, très bientôt. Merci bien. Merci Farida. Merci messieurs. Merci Farida. Merci Carole. Au revoir.